Je m'appelle Irène Toléré, je suis députée européenne. Comment je suis devenue députée européenne? D'abord, j'ai commencé par bien travailler à l'école, ce qui m'a permis de faire une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Suite à ça, de travailler dans le marketing international. Je suis arrivée dans l'Hérault, j'ai rencontré mon mari et puis on s'est installé dans le Pic Saint-Loup où on s'est endetté pour un vignoble. Je suis devenue maire d'une petite commune, un tout petit village. Et puis j'ai eu l'opportunité de porter une candidature pour récupérer des fonds européens pour le territoire, donc 2,5 millions d'euros, qui ont permis de faire des choses sur la biodiversité, la fracture numérique, l'insertion sociale. Et cela m'a permis de m'intéresser au niveau européen. J'ai pu poser ma candidature pour devenir députée européenne et je suis devenue députée européenne. Donc mon message en cours, c'est bien travailler à l'école, s'impliquer dans son environnement local. Ça peut monter et faire ce qu'on veut. Alors, au niveau européen, on a la Commission européenne qui va proposer des mécanismes de loi. Mais ils sont pensés par des personnes à Bruxelles, même s'ils représentent tous les États membres, la proposition peut être déconnectée de la réalité de notre vie. Et du coup, les eurodéputés, nous sommes co-législateurs et nous pouvons donc travailler en amont avec la Commission sur certains textes ou au moment où le texte est déposé pour l'améliorer de manière significative, voire le refuser. Alors, comment on fait concrètement quand on veut porter un amendement? Déjà, au Parlement européen, ça ne fonctionne pas du tout comme en France. Il faut qu'on construise une majorité. Sinon, on est dans l'incantation. Soit dit en passant, ça marche aussi. Il y a des groupes politiques, et les Français sont particulièrement connus par ça, qui ne sont au Parlement européen que pour faire une vidéo, d'expliquer qu'ils ont porté un texte de loi génial que personne n'a voulu voter. Pour moi, ça je dis, c'est de la politique incantatoire. Moi, je suis là pour faire avancer les choses et si possible, changer la vie des gens. Donc, pour arriver à ça, il faut convaincre. Donc en fait, un député européen, il doit construire une majorité, sachant qu'au Parlement européen, on n'a pas de majorité. Donc la droite n'est pas majoritaire, la gauche traditionnelle n'est pas majoritaire. Moi, le groupe dans lequel je suis, il est au centre, il n'est pas majoritaire. En revanche, à nous trois, on est majoritaire. Donc, y a-t-il des groupes politiques avec qui on ne travaille pas? Oui. Moi, très clairement, il y en a un avec qui je ne travaillerai jamais. C'est moi, j'ai pas de consigne pour faire ça. En revanche, quand on est dans le travail en commission, individuellement, les prises de parole ou de position des députés de ces groupes-là, je ne suis pas toujours en désaccord avec ce qu'ils disent. En revanche, je ne souhaite pas que ces personnes arrivent au pouvoir et donc, par mon rôle de député, les aider à faire ça. Le groupe Renew Europe, il est central et sachant qu'en fait, avant, le groupe central, il était ultra-libéral. Il s'appelait ALDE et il était ultra-libéral. Et donc en fait, on a fait complètement évoluer ce groupe ultra-libéral en groupe central qui ne veut pas dire centriste. Donc, ça veut dire quoi la différence entre central et centriste? Central, ça veut dire que sur des positions environnementales, on est absolument engagé pour faire évoluer tout ce qui est l'écologie, mais en ayant une vision économique de la chose. C'est-à-dire que ça se mette réellement en place et pas que ça soit de l'incantation. Au niveau social, on est pour la mise en place d'un SMIC européen et qu'on ait une convergence sociale vers le haut. Cette convergence peut aller jusqu'aux droits des femmes puisqu'on porte un projet qui s'appelle le pacte Simone Veil, c'est-à-dire d'harmoniser toutes les législations européennes vers le haut à partir des législations existantes dans certains pays, sur l'égalité salariale, sur les sujets de retraite, sur tout ce qui va accompagner la vie d'une femme, y compris la politique de soins. Et au niveau économique, on est plutôt à pousser pour que ça avance assez vite. Voilà, donc on est un groupe central.
Donc je suis sur 3 commissions et donc on a des majorités différentes dans les 3 commissions. Donc sur la commission agriculture ou sur la commission des fonds de cohésion, compte tenu des sommes embarquées et de ce que ça touche au niveau de l'économie de tous les États membres, on a construit ce qu'on appelle la coalition von der Leyen, c'est-à-dire la coalition politique qui a permis à la présidente de la commission d'être élue. Et donc c'est la droite traditionnelle en France, les Républicains, la gauche, donc le Parti socialiste, et la droite, le centre, pardon, avec la République en marche. Et donc cette coalition, elle est majoritaire, et donc on travaille vraiment ensemble sur les sujets régio et agriculture. En revanche, sur le sujet femmes et droits des LGBT, la droite est séparée en deux. Donc là, on a fait une coalition majoritaire sans la droite. C'est-à-dire que, et j'ai été instrumentale pour la mettre en place avec le groupe Renew. Donc en fait, on a le groupe Renew, les socialistes, l'extrême gauche et les Verts. Et là, on est majoritaire face à la moitié de la droite et le CR. Parce qu'on touche à l'avortement, on touche aux droits des LGBT, et dans le camp des Républicains, ils sont divisés. Donc ça permet d'avoir une majorité et que ce soit les progressistes qui dictent la politique européenne. Voilà. Lors d'une réunion de préparation de la commission agriculture, je vais proposer mon amendement. Et peut-être que la coordinatrice Ulrike va me dire « super amendement », je le garde et il devient amendement du groupe Renew. Donc là, il passe lettre à la poste, il va en plénière, il y a des compromis avec les autres groupes politiques. Après, il se peut que cet amendement ne soit pas prévu par la coordinatrice, mais soit quand même un sujet qui touche à l'agriculture. Par exemple, en France, on a une agriculture méditerranéenne avec des moutons ou des chèvres qui n'existent pas en Allemagne. Et donc, j'ai porté 2 amendements sur le sujet du pastoralisme méditerranéen. Donc là, Ulrike Müller me dit bah, ton truc, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, dans ce cas-là, il faut que d'abord je vérifie avec mes collègues français, puisque on ne va pas porter des positions qui ne sont pas communes entre les 23 députés français de notre délégation. Donc, choix 1, ils me suivent. Choix 2, ils ne me suivent pas. Donc, choix 1, ils me suivent. J'ai mes signatures. Et en plénière, cet amendement, il faut que j'arrive à construire une majorité. Donc, je prends mon amendement qui est soutenu par les Français du groupe Renew et j'essaye de le vendre aux socialistes français ou d'autres nationalités concernées par le pastoralisme méditerranéen, nommément le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Finlande, la Roumanie, enfin la Tchéquie. Et donc je construis une majorité pour que quand on arrive au vote, ça soit voté. Et puis le troisième cas, c'est un amendement où personne ne veut me suivre. Alors quand personne ne veut te suivre, c'est pas qu'ils ne t'aiment pas. C'est que dans le texte proposé par la Commission, il y a une position qui est jugée comme étant pas mal et que personne ne veut réouvrir cette position pour pas qu'elle risque d'être dégradée. Et du coup, toi, ton amendement que tu portes tout seul, c'est un amendement qui va améliorer un texte sans le réouvrir. Donc ça, c'est un truc un peu technique. Et donc là, tu fais toi tout seul ton amendement et donc tu envoies des mails, des WhatsApp, des télégrammes, des textos. Tu rencontres à la machine à café, au jus d'orange. Ça, c'était avant le Covid. Tu fais un Zoom pour parler du fait que tu as cet amendement, pour récupérer le nombre de signatures dont tu as besoin pour qu'il puisse être voté en plénière. Et là, ton amendement, il y a 2 choix. Il est voté ou il n'est pas voté. Choix 1, il est voté, c'est une victoire politique. Choix 2, il n'est pas voté. Tu communiques comme un malade sur tous les mecs qui ont voté contre. Et c'est aussi une victoire politique. Donc l'amendement qui perd n'est pas forcément un échec. C'est ce petit truc-là, c'est assez amusant et en tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser dans votre simulation avec
tous ces trucs. L'Europe est-elle démocratique? D'abord, pour la partie du Parlement européen, nous sommes élus par un système proportionnel à un seul tour. Je ne vois pas plus démocratique que ça. En revanche, la participation des élections européennes est faible parce que les gens ne s'approprient pas ce qu'on fait, ils ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Et les médias parlent peu ou très mal de nous. Généralement, c'est notre faute quand c'est mal. Et c'est souvent l'élu le plus proche du coin qui est très fort quand c'est bien. Donc, pour remarque, regardez la couverture média qu'il y a sur les élections américaines, alors que la couverture média sur les élections européennes, il n'y a pas eu. Après, le sentiment d'être dans une Europe démocratique, il vient aussi de l'ensemble des systèmes électoraux que les électeurs vivent. Et du coup, ils se sentent plus ou moins représentés. Et ils remettent en cause l'ensemble des systèmes démocratiques. C'est pour ça que, il faut quand même qu'on fasse avancer la démocratie en Europe de manière générale. Et je crois que le sujet, c'est la démocratie participative. C'est pour ça que sur beaucoup de textes européens, on intègre le fait que des citoyens ou des ONG puissent participer à la construction de l'exécution du programme européen en France. C'est le cas sur la politique agricole commune. On vient de voter cette politique agricole commune. La grande nouveauté, c'est que chaque État membre s'engage sur un plan stratégique agricole qui permet d'atteindre les objectifs environnementaux. Ce plan stratégique agricole, les organisations environnementales, les organisations de consommateurs sont associées. Après, ils y viennent ou ils n'y viennent pas, mais ils ont leur place à la table pour co-construire. Le sujet des lobbies. Donc, je veux revenir d'abord au travail d'eurodéputés. La Commission européenne nous propose un texte. Et ce texte, on va essayer de l'améliorer pour tous les citoyens européens, pour l'économie européenne. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'est pas idiot de discuter avec les personnes les plus proches du sujet du texte de la Commission. C'est-à-dire si la Commission, la semaine prochaine, elle nous sort la stratégie LGBTQI, bien entendu, nous allons discuter avec toutes les organisations qui s'occupent des LGBTQI en Europe, sous toutes les formes que ce soit. Et de la même façon, quand on travaille sur la politique agricole commune, on va rencontrer tous les acteurs de l'agriculture européenne, quels qu'ils soient. Donc le sujet, c'est on reçoit des lobbies, mais ces lobbies, le problème, c'est la transparence. Donc on a un registre de financement. Et ça permet de savoir qui on reçoit et que ça soit très transparent. Par exemple, il y a un syndicat agricole très connu qui s'appelle la FNSEA. La FNSEA, elle est inscrite au registre de transparence du Parlement européen. Donc moi, non seulement tous mes rendez-vous sont publics, mais également je ne reçois que des associations qui sont inscrites au registre de transparence. Le vrai problème pour le parlementaire, c'est d'identifier si la personne elle est dans une approche d'intérêt général sur ce sujet ou elle est dans une approche mercantile sur ce sujet. Et la seule façon de faire cette différence-là, c'est que les lobbies ou associations soient inscrites au registre de transparence du Parlement européen, qui tracent leur financement, et c'est pas compliqué à faire. Donc il y a un tas de toutes petites associations qui y sont, d'associations environnementales qui ont pignon sur rue qui y sont. Donc ceux qui n'y sont pas, la question c'est pourquoi ils n'y sont pas. La nouvelle politique agricole commune, il y a du positif et du négatif, comme dans tout. Donc le positif, c'est tout d'abord que le budget a été maintenu en euros constants. C'est très bête, mais c'était quelque chose il y a 6 mois qui n'était pas garanti du tout. Donc on a un budget de la PAC qui a été préservé à 386 milliards d'euros.
ce qui veut dire qu'en euros constants, la somme à l'intérieur du porte-monnaie est la même. Cette PAC vient d'une modification de la PAC qui est encore en train de s'appliquer pour aller vers une PAC qui soit plus verte. Et du coup, dès qu'on parle d'environnement, on n'a jamais quelqu'un qui trouve qu'on en fait ou assez ou pas assez. Là, aujourd'hui, cette politique agricole commune, sa grande différence par rapport à la PAC actuelle, cette nouvelle PAC, la plus grosse différence, c'est la hausse de la conditionnalité environnementale. Je m'explique. Aujourd'hui, un agriculteur qui ne respecte pas son environnement, au pire, avec la PAC actuelle, il risque de perdre 30% de son revenu. Demain, un agriculteur qui fait n'importe quoi par rapport à l'environnement, avec la nouvelle PAC, il perd 100% de son revenu européen. La deuxième chose, c'est que pour que cette politique agricole commune soit plus verte, on a créé des éco-régimes qui sont obligatoires pour tous les États membres, dans lesquels les agriculteurs volontaires s'engagent à faire plus pour l'environnement ou plus pour le bien-être animal. Ces éco-régimes, les États membres ont fixé que c'était 20% des aides directes et le Parlement a monté ce pourcentage à 30%. Eh bien, en France, on aura une PAC qui sera adaptée à notre environnement. Ça nous permettra de sortir de textes qui étaient trop bruxellois et ce qu'on appelle en anglais le one size fits all. Ça ne correspond pas du tout à l'agriculture, puisque l'agriculture, par exemple ici dans le Pic Saint-Loup, on n'a pas du tout les mêmes problèmes que dans la Beauce, qui ne sont pas les mêmes problèmes qu'en Italie, qui ne sont pas les mêmes problèmes qu'en Roumanie. Donc un plan stratégique national, ce n'est pas une renationalisation de la PAC, c'est par rapport à des objectifs et des outils communs, la mise en œuvre de solutions qui soient adaptées à un environnement local. Et cet environnement local, construisons-le ensemble, tout simplement. En tout cas, la PAC, elle est pensée comme ça. Alors, par exemple, la plus grosse critique, c'était ces éco-régimes. Beaucoup de personnes, moi la première, voulaient que ça soit 40% du premier pilier. Nous n'avons pas trouvé de compromis à 40%. Le Conseil était à 20%, le Parlement est à 30%. Mais ce 30%, c'est un minimum. Alors les associations environnementales en question, dans les plans stratégiques, il est prévu qu'elles soient autour de la table. Eh bien qu'elles y soient, qu'elles occupent la chaise et que l'ensemble des éco-régimes et des plans stratégiques que nous mettrons en place nous permettent d'avoir un 40% réel, même si dans le texte c'est un 30% minimum. Au Parlement européen, j'ai appris à travailler et à faire des compromis avec des personnes qui, en France, feraient partie de mon opposition. Et c'est très confortable de revenir au principe de base de la démocratie, qui est un dialogue contradictoire où, à la fin, il y a un vote avec une majorité. Et au Parlement européen, ce réflexe, on l'a toujours. Et je trouve qu'en France, la politique, elle est trop agressive du fait opposition contre majorité. Donc n'oubliez pas que la démocratie, c'est vous en participant, en votant et aussi en écoutant des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord. L'Europe est là, elle est autour de nous, dans toutes les politiques environnementales, dans toutes les politiques économiques et sociales dont vous bénéficiez. Alors investissez-vous pour l'Europe. Très bien. Et du coup, la PAC, c'est